Vous écoutez le balado Un État bilingue particulier, créé dans le contexte d'un projet de Moment déterminant Canada du même nom. Le projet Un État bilingue particulier explore 250 ans de bilinguisme institutionnel français-anglais dans toute sa complexité évolutive, de l'Acte de Québec au présent, dans le contexte plus large de l'utilisation des langues au Canada. Chaque épisode consiste d'une conversation entre moi, Louis Lebel, créateur de contenu numérique au sein de Moment déterminant Canada, et de Serge Dupuis, un historien franco-ontarien, auteur de 3 livres et de plus de 30 articles portant tous sur le sujet de communautés francophones minoritaires au Canada. Dans ce 3e épisode, je m'entretiens avec Serge à propos de la lutte pour la gestion scolaire francophone. Bonjour Serge, merci d'être avec moi ce matin pour parler dans cette 3e émission de notre série à propos de la gestion scolaire francophone. Euh, Avant de rentrer dans l'histoire, dans vraiment le vif de ce sujet-là, pourrais-tu nous parler un petit peu, nous éclaircir? Je veux savoir ce qu'on entend quand on dit gestion scolaire francophone. La gestion scolaire, c'est quoi? La gestion scolaire, c'est la capacité des parents et des contribuables à gérer les écoles et l'éducation qui est offerte à leurs enfants et aux enfants de leur communauté. C'est un principe qui est quand même assez ancien, qui remonte au début du 19e siècle, lorsque des parents et le clergé se regroupaient pour fonder une école d'une salle dans une localité. Par la suite, ces groupes de parents-là qui ont formé des commissions scolaires ou des conseils scolaires locaux ont élargi leur territoire desservi pour gérer une ou quelques écoles à la fois. Et au fil du temps, les territoires et le nombre d'institutions se sont élargis pour devenir, dans certains cas, des conseils scolaires provinciaux. Il y a des endroits qui n'en ont plus. Il y a des provinces dans l'Atlantique et au Québec où on a aboli les commissions scolaires. Récemment, on a quand même des centres de services scolaires régionaux, mais où il n'y a plus la fonction élective. Cela étant dit, des conseils scolaires de langue française continuent d'exister dans la totalité des provinces et territoires au Canada en 2024. Mais ça, c'est quelque chose qui est un droit qui a pas toujours existé. Les communautés francophones ou minoritaires n'ont pas toujours eu ça. Peux-tu nous parler un petit peu de l'impact de la Constitution et potentiellement de l'article 23 spécifiquement pour justement l'ancrage de ces droits? Oui, donc à la base, comme je le disais, il y avait des conseils scolaires locaux pour gérer des écoles à une salle où on enseignait tous les niveaux du primaire dans une salle et c'était offert par une seule enseignante, souvent pour 30, 40, 50 enfants. Donc, c'était assez précaire comme type d'administration. Avec l'avènement de la province du Canada, on a commencé à reconnaître des écoles séparées, c'est-à-dire des écoles qui allaient être administrées par la minorité chrétienne, donc protestante au Bas-Canada et catholique au Canada. Ce qui voulait dire on pouvait avoir dans une même localité deux administrations scolaires, deux types d'écoles. Une école publique qui était de facto catholique au Québec et protestante en Ontario, et une école séparée religieuse, catholique en Ontario et protestante au Québec. Et la Constitution de 1867 est essentiellement venue codifier, garantir ce qui était en place. Et on avait ce régime religieux séparé-là qui existait au Haut et au Bas Canada. Et c'est ce qui a été conservé par la Constitution de 1867. Il faut cependant spécifier que ça ne s'appliquait pas à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, qui n'avaient pas des lois formelles pour l'éducation séparée, ce qui veut dire que lorsque les gouvernements provinciaux ont procédé à abolir l'enseignement religieux dans les années qui ont suivi la Confédération, eh bien, ils ont pu le faire, ce qui n'a pas du tout été le cas, par exemple, au Québec et en Ontario. Donc, le droit des écoles séparées est ancré dans la Constitution en 1867. Je crois que c'est l'article 93, si je ne m'abuse. C'est ça. Ça, en 1982, quand on vient avoir la Charte des droits et libertés, il y a l'article 23 qui vient supplémenter, mais est-ce que ça remplace les écoles séparées ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui vient ajouter à ces droits-là? Je vais faire un petit retour en arrière. Certaines commissions locales avaient aussi une langue distincte. Et c'est ça vraiment qu'on pourrait parler comme point de départ de la gestion scolaire francophone dans les Maritimes, en Ontario et dans l'Ouest.
parce que les commissions locales étaient limitées à une ou deux ou trois écoles et que les populations rurales avaient parfois tendance à être homogènes. De facto, on avait des commissions scolaires séparées en Ontario ou locales, publiques au Nouveau-Brunswick, qui étaient de facto francophones. Le problème, c'est qu'avec la fusion puis la professionnalisation des conseils scolaires, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une vague de fusion de conseils scolaires pour professionnaliser les services, le transport scolaire devenait courant, la fréquentation obligatoire de l'école jusqu'à 12 ans, 14 ans, même 16 ans à certains endroits est arrivée, ce qui voulait dire que l'éducation prenait une importance grandissante. Mais pour la gestion scolaire, par et pour des parents francophones, elle était en déclin parce que là, soudainement, on se faisait fusionner avec le village irlandais de langue anglaise à côté et la langue de fonctionnement devenait l'anglais. Donc, il y a eu une espèce de perte de l'influence des parents et des contribuables francophones sur la gestion de leurs écoles après la Deuxième Guerre mondiale, au point où, à plusieurs endroits, en fait, les écoles étaient gérées par des anglophones. Les associations porte-parole ont ainsi voulu défendre l'idée d'une gestion scolaire, de créer un nouveau type de régime scolaire au-delà du régime religieux qui avait été imaginé pour l'Ontario et le Québec. Mais ça posait un problème aussi parce que au Québec, entre autres, on se dit on ne veut pas avoir quatre systèmes scolaires qui se font concurrence sur le même territoire pour des élèves semblables. On en a déjà deux, c'est bien assez. L'Ontario avait essentiellement la même position, donc a créé des comités consultatifs pour gérer les nouvelles écoles secondaires de langue française à partir de 1969. On a créé des sections de langue française dans les conseils publics. Au Nouveau-Brunswick, c'est arrivé plus progressivement. Les districts du Nord, de par l'homogénéité de la population, sont restés quand même assez francophones. Ils ont été reconnus comme étant francophones en 1971. On avait aussi des commissions scolaires à l'île du Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, dans le comté de Clare et puis dans l'ouest de l'île du Prince-Édouard, où les francophones n'étaient pas seuls, mais avaient une majorité, donc pouvaient continuer d'avoir une influence importante dans la gestion de leur éducation. Donc, arrivé en 1981, lorsqu'on procède au rapatriement de la Constitution et l'avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, on a une situation assez hétérogène au Canada où on a au Québec des commissions scolaires religieuses, donc protestantes, qui sont de facto anglophones, mais qui administrent de plus en plus des écoles de langue française. Le Nouveau-Brunswick, en 1980, reconnaît deux cartes scolaires, ce qui veut dire qu'on a des commissions scolaires francophones et anglophones pour l'ensemble du territoire à partir de 1980. L'Ontario, qui a des comités consultatifs et aura bientôt des sections de langue française, mais essentiellement les francophones sont une composante de conseils scolaires de la majorité. Et dans les autres provinces, on a essentiellement des conseils scolaires anglophones qui ont été créés dans les années 40, 50, 60, qui gèrent les écoles francophones avec peu ou pas d'influence pour les parents francophones. Donc, quand la charte est arrivée, et puis avec l'article 23, qui reconnaissait que les établissements étaient des établissements de la communauté, des établissements de la minorité linguistique financés sur les fonds publics, si on veut être exact, eh bien, ça a ouvert toute une panoplie de questionnements juridiques par rapport aux seuils minimaux pour adhérer, pour fréquenter ces écoles-là, pour gérer ces écoles-là, et le degré de gestion et de contrôle qui pourrait revenir aux parents. Parce que, comme je le disais, on pourrait dire que la gestion scolaire francophone existait au Nouveau-Brunswick, qu'elle avait été généralisée, mais elle était incomplète ou inexistante dans les autres provinces et territoires en 1982. Tu nous parles donc de la naissance un petit peu d'une gestion scolaire qui se fait dans les conseils d'école locaux, qui est après ça un petit peu officialisée, disons, qui est protégée par la Constitution. Mais là, rendu à 40, presque 50 ans plus tard, j'imagine qu'il y a des choses qui ont été clarifiées, qui ont été changées. C'est quoi le rôle des cours, des appels, des contestations à la loi qui viennent là-dedans? Puis est-ce que tu aurais un exemple peut-être qui serait parlant de cette Ouais. évolution-là? Oui, on pourrait parler de l'Ontario, mais l'exemple qui est probablement le plus frappant, c'est celui des parents francophones d'Edmonton, qui
ont voulu contester le régime scolaire en place. Il faut comprendre que depuis la fin des années 70, en Alberta, on permettait que 80 du programme scolaire soit enseigné en français, mais on ne permettait pas l'enseignement de la totalité du programme en français. Et l'Alberta ne faisait pas de distinction entre l'immersion française, c'est-à-dire un enseignement de français langue seconde pour des anglophones, et un enseignement pour des francophones de langue maternelle. Et l'article 23, qui a une valeur constitutionnelle, veut dire que c'est une disposition qui est supérieure à toute législation provinciale. Donc, les parents d'Edmonton, menés par Angéline Martel et puis Jean-Claude Mahé, Paul Dubé et d'autres, ils ont décidé de leur propre gré en 83 d'ouvrir une école primaire de langue française pour démontrer que c'était possible et souhaitable aux parents. La commission séparée d'Edmonton a même accepté de la financer. La province d'Alberta est intervenue pour barrer le financement à cette école-là en disant qu'elle était illégale. Et c'est ce qui a enclenché le recours aux tribunaux. Les communautés francophones, souvent, avaient accès au programme de contestation judiciaire qui a été mis sur pied par le gouvernement Trudeau en 1978, puis qui permettait des recours, notamment par rapport aux droits conférés dans la nouvelle charte. Et ont porté leur cause à la Cour d'appel, par la suite au cours du banc de la Reine, et en 89, on s'est rendu jusqu'à la Cour suprême pour démontrer que le régime scolaire qu'on offrait aux Franco-Albertains était anticonstitutionnel. Et c'est plus ou moins la conclusion à laquelle on est arrivé le 15 mars 1990, lorsque les parents, lorsque la Cour a statué que l'article 23 avait un caractère réparateur, que c'était des écoles qui étaient indispensables à l'épanouissement des deux langues, que l'expression établissement d'enseignement de la minorité linguistique signalait bel et bien une appartenance des écoles à la communauté, et puis qu'on avait garanti un degré de gestion et de contrôle par les parents et ces communautés-là. La Cour allait même jusqu'à dire que on ne pouvait pas continuer de donner la gestion et le contrôle aux anglophones à cause de l'inaction des autorités publiques, qui avait été un grand obstacle à la matérialisation des droits des francophones. Donc, on a essentiellement invalidé le seuil d'enseignement d'anglais à 20 en Alberta. On leur a dit qu'il faut faire la distinction entre l'immersion française et l'instruction en langue française, qu'il y avait assez d'élèves francophones à Edmonton, probablement, pour constituer une administration scolaire indépendante, mais on ne l'a pas exigé en toutes lettres. Donc, en fait, l'arrêt Mahé ouvre la porte à la gestion scolaire, mais il a fallu une autre cause, celle du Manitoba, où là, c'était un renvoi relatif à la loi sur les écoles publiques du Manitoba en 1993, en fait, on s'était fait poser la question, est-ce que c'est vrai que la province a le droit de déterminer le degré de contrôle des parents franco-manitobains? Puis à ce moment-là, la Cour suprême dit que, en fait, si il y avait assez, si 3000 élèves à Edmonton, c'était suffisant pour justifier la création d'une administration scolaire autonome, eh bien, on avait plus que 3000 élèves au Manitoba, donc on pourrait créer une division scolaire indépendante aussi. Puis que finalement, on devrait lire l'article 23 comme suggérant implicitement la création de commissions scolaires francophones dans les autres endroits où on avait un minimum de 3000 élèves, ce qui voulait dire essentiellement dans toutes les provinces et territoires, à quelques exceptions près. Donc, le gouvernement fédéral, à ce moment-là, a débloqué des fonds de démarrage pour créer des conseils scolaires dans chacune des provinces et territoires entre 1993 et 2001. Donc, les premiers étant la division scolaire franco-manitobaine en 93. En Alberta, c'est arrivé en 94, en Saskatchewan en 95, en Colombie-Britannique en 1996-17, en Ontario en 98, puis les derniers, c'était le Nunavut en 2002. Ce qui veut dire qu'on a essentiellement créé d'un coup des conseils scolaires, souvent à l'échelle de la province, mais pas partout. L'Ontario en avait 12, 8 catholiques et 4 publics. L'Alberta en avait 3, des conseils mixtes puis des conseils publics. Puis le Nouveau-Brunswick, au départ, en avait 6, même si le nombre a été réduit à 3 depuis. Donc, dans l'espace d'une décennie, on a plus ou moins refait la carte de la gestion scolaire au Canada. Et faut-il le rappeler, l'éducation est une compétence provinciale. Et on montrait alors très bien que euh, la charte avait préséance à l'intérieur d'une compétence provinciale pour créer une espèce de système
équitable, un reflet de la dualité nationale. Le seul secteur, finalement, où on a une dualité complète, où on a des écoles de langue française, des écoles de langue anglaise d'un bout à l'autre du pays. C'est vraiment le seul type d'institution publique où on a deux régimes parallèles distincts qui ont émergé. Pas tellement à cause de la volonté des législateurs, un peu quand même. Jean-Robert Gaultier, qui était un député franco-ontarien, avait travaillé très fort là, pour inclure le mot établissement de la minorité linguistique dans l'article 23. C'est pas du tout clair que le gouvernement Trudeau envisageait à l'origine des conseils scolaires francophones d'un océan à l'autre. En fait, on est à peu près sûr qu'il n'y avait pas de consensus là-dessus, mais les tribunaux ont fait de l'interprétation et sont essentiellement arrivés à cette conclusion-là que pour avoir une égalité entre les anglophones et les francophones au pays, qu'il fallait avoir des conseils scolaires de langue française. Donc, tu nous fais vraiment un survol ici, province par province, de l'établissement de ces conseils scolaires-là. Tu nous parles de l'article 23 qui vient suggérer la création de conseils scolaires francophones, puis l'arrêt Mahé, la décision Manitoba qui vient confirmer ces choses-là. Moi, ma question qui me vient en tête, mais c'est qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ces droits-là qui, dans les années 90, ont été confirmés, est-ce que c'est quelque chose qui est encore respecté aujourd'hui? Est-ce que la conclusion de ta phrase, de ta pensée qui dit que c'est le seul domaine où on a vraiment une dualité, est-ce que ça perdure? Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, ce que tu as dit? En fait, on s'est rendu compte qu'on établissait une nouvelle culture politique et qu'il y avait des failles, des angles morts dans l'application, dans la réalisation de la gestion scolaire d'un océan à l'autre. On s'est rendu compte que les provinces et territoires n'avaient pas nécessairement la même habitude d'accorder un pouvoir aux francophones et que on a agi avec un certain paternalisme à leur endroit à plusieurs égards, dans les détails. Et il y a eu d'autres causes devant la Cour suprême dans les années 2000 et 2010 qui ont cherché à clarifier ces détails-là. On peut penser à l'arrêt Arsenault-Cameron de l'île du Prince-Édouard ou l'unité 5 qui avait été établie en 1972 et puis qui avait commencé à gérer les écoles françaises pour l'ensemble de l'île en 1994. Voulait construire une école à Summerside. Puis à ce moment-là, il y avait des écoles il y avait une école à Charlottetown, il y avait une école à Abraham-Village, mais Summerside était à une trentaine de kilomètres des deux endroits. On voulait créer une école de langue française à Summerside. L'unité 5 avait décidé qu'il allait le faire et le ministre est intervenu pour annuler le projet. Donc, ça a amené une cause qui a monté dans les tribunaux, puis la Cour suprême a essentiellement jugé à l'unanimité qui revenait aux parents et aux commettants de l'unité 5 de décider ce qui était le plus approprié pour répondre à leurs obligations. En Nouvelle-Écosse aussi, avec un conseil scolaire provincial à partir de 96, eh bien, on a déterminé que les seuils étaient rencontrés. On avait une vingtaine d'élèves au minimum pour constituer 5 écoles secondaires homogènes. Le projet avait été approuvé, mais jamais démarré. Donc, lorsque un gouvernement progressiste conservateur est entré au pouvoir en 99, on a annulé les projets. Ça a été contesté devant les tribunaux, c'est monté jusqu'à la Cour suprême provinciale, où là, à ce moment-là, le juge Arthur Leblanc s'est fâché. Donc, non seulement il a invalidé l'annulation des projets en disant que c'était urgent d'agir parce qu'il y avait un taux d'assimilation inquiétant, mais il est allé jusqu'à sommer la province à lui rendre des comptes sur les progrès, puis à dire que, vous allez devoir me montrer là, que vous allez agir de bonne foi. À ce point-là, c'est le gouvernement qui a contesté à la Cour suprême qu'il voulait être de bonne foi, mais il contestait le fait d'avoir été surveillé dans l'exécution des réparations. Puis cette décision-là n'a pas été unanime. Donc, en 2003, dans une décision de 5 contre 4, la Cour suprême a essentiellement tranché que, dans l'esprit de l'article 24 de la Charte, qui permet aux juges d'être créatifs en exigeant des réparations pour des atteintes aux droits constitutionnels, que le juge avait raison, qu'il fallait éviter que les parents aient à constamment se présenter devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits. Donc, la décision Arsenault-Cameron, on restreint les pouvoirs du ministre à intervenir contre une décision lorsque les moyens sont là. Et puis, dans l'arrêt par rapport aux écoles de la Nouvelle-Écosse, eh bien, à ce moment-là, on dit oui, les juges peuvent être créatifs, mais c'est une décision partagée. Plus récemment, en fait, c'est la cause de l'école Rose des Vents et des écoles franco-colombiennes
qui ont été portées devant les tribunaux, 2 fois plutôt qu'une, parce que lorsque les administrations scolaires remettent une partie de leur parc immobilier aux commissions scolaires francophones, elles ont souvent la discrétion, le choix de remettre le type d'école qu'elles veulent remettre aux francophones. Et c'est souvent les installations qui sont les plus délabrées, de moindre qualité. L'école Rose des Vents, qui avait été ouverte dans une vieille école anglaise désaffectée, c'était un exemple comme celle-là. Elle avait une capacité opérationnelle de 199 élèves, mais on en avait 344. Et puis, les salles de classe étaient minuscules, il y avait des salles qui étaient dépourvues de fenêtres. On dit même qu'il y avait de l'entassement qui contribuait à une éclosion de coûts. Donc, à comparer aux écoles anglaises, on n'avait vraiment pas une offre de qualité égale. Et c'était la situation qu'on retrouvait un peu partout en Colombie-Britannique, où on avait dû traîner la province devant les tribunaux pour faire reconnaître la gestion scolaire et puis même pour que la commission scolaire francophone de la Colombie-Britannique ait le droit de gérer les écoles à l'extérieur du Grand Vancouver. Donc, il y a eu 2 causes, une portée par les parents, l'autre par la commission scolaire, pour parler de ce parc immobilier-là inéquitable. Donc, la Cour suprême s'est penchée sur le code de l'École Rose des Vents et le parc immobilier de la commission scolaire francophone dans son ensemble. Puis, en 2015, la Cour suprême a statué que l'École Rose des Vents, visiblement, n'était pas de qualité égale aux autres installations scolaires de Vancouver, mais n'a pas conclu que explicitement que l'article 23 était enfreint. On n'a pas recommandé de mesure de redressement non plus. Donc, c'est vraiment dans l'autre cause qui portait sur l'ensemble du parc immobilier où un tribunal a reconnu que l'article 23 avait été enfreint et que la province, ben, à ce moment-là, n'était pas contente parce qu'elle voyait que ça allait lui coûter cher aussi là, de créer un régime scolaire parallèle de qualité égale, pas avec le même nombre d'écoles ou le même nombre de salles de classe, mais qui allait offrir une égalité ou une équivalence réelle aux francophones. Puis on a posé plein de questions très techniques à ce moment-là. Bien, à partir de quel seuil d'élèves est-ce que les francophones ont droit à l'équivalence réelle? Puis la province disait, ben, c'est peut-être impossible à mettre en œuvre pour des raisons financières. Puis il y a certains juges qui n'ont pas aimé ça non plus, qui disaient que ça ne fait pas de sens qu'on utilise les coûts comme raison pour enfreindre l'article 23. Et donc, ça a pris jusqu'en juin 2020, donc c'est assez récent. 7 des 9 juges de la Cour suprême ont tranché que pour évaluer l'équivalence réelle des plus petites écoles francophones, bien, il fallait les comparer aux plus petites écoles anglophones de la province. Et donc, pas nécessairement l'école locale, mais qu'on ait un genre d'équivalence dans l'ensemble. Ça n'a pas besoin d'être identique, mais les plus petites écoles franco-colombiennes doivent être de qualité égale aux plus petites écoles anglo-colombiennes et ainsi de suite. Puis tout ça, c'était pour éviter le genre de dilemme qui existe depuis le 19e siècle pour les parents francophones hors Québec, c'est-à-dire d'être confrontés au dilemme de choisir l'école de langue française en faisant des sacrifices, en instruisant son enfant dans une école qui est plus petite, avec moins de services, généralement à une distance supérieure, avec moins d'activités parascolaires. Ce genre de dilemme-là qui minait la vitalité des communautés et poussait à l'assimilation des grandes parties de générations de jeunes parce qu'on voulait offrir une éducation de qualité aux enfants. Puis, dans bien des cas, l'éducation de qualité, localement, elle était en anglais. Donc, pour éviter ce genre de dilemme-là aux parents raisonnables, c'est l'expression que la Cour utilise, bien, le parent raisonnable doit pouvoir trouver des avantages. Il ne va pas avoir des inscriptions équivalentes là, dans une école secondaire de langue française, dans plusieurs milieux urbains. Il y a des endroits où il y a de grandes écoles secondaires de langue française, au Nouveau-Brunswick, puis en Ontario, mais dans l'Ouest, entre autres, l'école francophone va être plus petite, va avoir moins d'étudiants. Donc, il faut pouvoir trouver des avantages. Le parent raisonnable doit pouvoir trouver des avantages, malgré la petitesse de l'école, pour compenser l'absence de certaines activités, certains cours et mettre en valeur la qualité de rapport entre les enseignants et les élèves, les petites salles de classe, peut-être le programme culturel, l'apparence des installations physiques. Donc, tout ça entre en jeu dans le calcul de la tête du parent raisonnable et il faut éviter qu'il soit confronté à un dilemme crève-cœur. Il faut pouvoir lui offrir l'équivalence réelle. Ça veut dire offrir que l'école francophone, pour ses désavantages par rapport à la distance ou par rapport à sa petitesse, soit compensée d'une façon quelconque.
Donc là, l'application de cette décision-là n'a pas été totalement réalisée encore, en fait. Mais il y a des juristes qui prédisent que ça va avoir un effet considérable dans les prochaines années, qu'il y a des provinces qui vont devoir redistribuer leur parc immobilier, revenir sur des décisions puis des actions qui ont été réalisées dans les années 70, 80 et 90 en remettant aux francophones certaines écoles secondaires qui ont des piscines puis des terrains de football pour éviter que ça coûte une fortune aux deniers publics. Donc, tout ça pour dire qu'après 2 siècles, les francophones ont pu faire reconnaître l'éducation primaire en français, secondaire, la gestion scolaire et plus récemment l'équivalence réelle, mais qui ne s'est pas totalement réalisée encore. Donc, c'est une histoire qui s'étale sur 2 siècles, qui est parsemée d'embûches, qui en est une de travail acharné de parents et de communautés pour faire reconnaître la dualité dans ce secteur-là. Et l'espoir, c'est que petit à petit, dans quelques décennies, ben, qu'on aura atteint l'équivalence réelle entre les deux régimes scolaires linguistiques au pays. J'hésite d'ajouter une phrase parce que tu viens de faire une conclusion vraiment très apte à non seulement la discussion d'aujourd'hui, mais aussi où on en est rendu dans la série de discussions qu'on va avoir. L'exemple que tu nous donnes pour l'école Rose des Vents est très fort par rapport au sujet d'aujourd'hui. On parle d'un exemple qui est en Colombie-Britannique, donc on parle de quelque chose qui tout d'un coup devient national à l'échelle du Canada puisque c'est ancré dans la Constitution, tandis qu'avant, on a parlé vraiment de l'Ontario d'une province où la compétence d'éducation, c'est provincial. Donc, on voit vraiment l'élargissement un petit peu de la question. Puis la prochaine fois qu'on va se parler, ça va être pour revenir dans un point de vue provincial pour parler de la dualité, le cas spécial du Nouveau-Brunswick. Donc, sans vouloir ajouter à la conclusion que tu viens de faire, Serge, qui était vraiment parfaite, j'ajoute pour relancer aux anciennes discussions qu'on a eues et à la prochaine. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps de parler avec moi ce matin et on se parle bientôt du Nouveau-Brunswick. Ah, ben, ça m'a fait plaisir, Louis. Merci Serge de te rejoindre à moi pour cette discussion sur la gestion scolaire francophone. Si vous avez apprécié cet épisode, assurez-vous d'écouter les autres épisodes que nous avons déjà créés sur cette série et qui viendront dans le futur. De plus, le site web de Moments Déterminants Canada aura une panoplie de ressources sur le projet Un État bilingue particulier, ainsi que des articles connexes pour ces épisodes de balado.